Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de revenir une fois encore de plus sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM, dans l'émission Océan Politique, pour discuter sur les faits saillants de l'actualité politique nationale. Nous saluons au passage tous nos fidèles auditeurs, remercions le directeur de la radio Océan FM pour tous les efforts consentis pour mettre en place cette émission. Nous remercions également tout le personnel de Océan FM. Je vous rappelle également que cette émission vient d'avoir 1 an. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Sémou Diouf, président du mouvement R3P, Rassemblement politique La Patrie pour la Prospérité. Bonjour, M. Diouf. Bonjour, M. Diouf. Comme on le dit en Wolof. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, me permettant, à l'issue de cette occasion, histoire de vouloir développer avec moi-même, avec notre modèle support cette personne, le sujet portant sur l'actualité du Sénégal, que ce soit dans un contexte géopolitique ou politique. Nous tenions sincèrement aussi à saluer l'ensemble du personnel de la radio Océan FM, dont la fréquence est 92.5. En même temps aussi, nos humbles salutations à travers ma voix à l'ensemble de la population de la commune de Biscuiterie, du quartier de Bop à Cité-Bissap. Espérant que tout ce qu'on dira à l'issue de cette émission pourra être utile en particulier à la population sénégalaise, celle de Dakar, dont nous faisons partie du département, et précisément à la commune de Biscuiterie, dont je suis natif. Merci beaucoup. Merci, M. Diouf. Alors, on passe automatiquement à la présentation de l'invité. Alors, qui est M. Diouf? Je viens de vous l'annoncer tout à l'heure. Il est le président du mouvement politique R3P, Rassemblement populaire La Patrie pour la Prospérité. Son fief, il vient de le répéter tout à l'heure, est la commune de Biscuiterie, n'est-ce pas, M. Diouf? Exactement, c'est ça. Alors, vous êtes le DAF de la compagnie aérienne Transair. Affirmatif. Présentement, alors, vous avez votre master en comptabilité et finance. Vous confirmez ça? Exactement, c'est ça. Alors, si vous pouvez rajouter quelque chose sur cette brève présentation, je vous passe la parole. Vous le faites. Merci beaucoup. C'est une présentation assez courte, mais qui a aussi son contenu. Comme vous avez évoqué particulièrement le parcours éducatif après les études élémentaires au niveau de ma commune, comme je vous l'ai précisé. Dans mon discours, j'ai obtenu mon baccalauréat au lycée mixte Maurice Delafosse. J'ai fréquenté 1 année à l'université Cheikh Anta Diop, l'UCAD, en faculté des droits. Mais bon, comme vous le savez, souvent c'est des études en n'en plus finir qui s'avèrent être assez longues. C'est pour cela que très tôt, j'ai pris l'initiative, voire même l'option de passer à autre chose, c'est-à-dire trouver un raccourci qui m'a un peu permis d'obtenir une qualification professionnelle très tôt. C'est là où j'ai intégré l'UCAO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, qui était dénommé Saint-Michel particulièrement. C'est là où j'ai fait mon cursus jusqu'au master en finance et comptabilité. Comme vous l'avez évoqué, je suis le DAF aussi de la compagnie aérienne Transair depuis 2009. C'est là où je suis. Maintenant, bon, comme je dis, ce que je n'ai pas pu énumérer dans la petite biographie, j'ai été joueur et j'ai fait la première division à la SHLM. Ok. C'est tout simplement ça. Ça, c'est intéressant. Donc, on va certainement terminer par le sport. Oui. Alors, donc, ma toute première question, qu'est-ce qui vous a motivé à faire la politique? Bon, comme vous voyez, Abdou, moi, mon intégration sur le terrain politique n'a pas été volontaire. Quelque part, je suis issu d'une commune qui s'avère bien, qui est souvent considérée une commune dont la majorité des familles n'atteignent pas, je dirais même, l'idéal ou bien les moyens de subsistance. Ce qui veut dire, c'est non papa, non maman, avec les maigres moyens
qui se sont toujours battus et qui nous ont forgés au moment où il le fallait. Ce qui nous a poussé qu'au niveau de la commune, il y a plusieurs Sémou Diouf qui existent. Mais par contre, peut-être par la grâce de Dieu, la bénédiction divine, très tôt, j'ai su trouver une ébauche ou bien un chemin qui m'a conduit à ce que je suis aujourd'hui. D'emblée, tous ces faits réunis m'ont poussé à être beaucoup plus proche de cette population, vivre toujours en proximité jusqu'à ce que la population elle-même m'a demandé ou bien m'ont poussé de façon collégiale à me lancer dans la politique. Et cela date de 5 ans derrière. Maintenant, comme je dis, c'est à partir de novembre 2023 que personnellement, comme je dis, souvent, on est secoué par la décision collective. Parce que par contre, vivre dans une commune, dans un quartier, dans une maison, avec peut-être une potentialité intellectuelle, avec notre modeste personne, avec une fille que nous avons toujours menée à côté de nos frères et sœurs, de nos parents au niveau de la commune. Je me suis rendu compte là, donc je n'ai plus le droit de renoncer à cette offre. C'est dans ce sens et dans cette perspective que j'ai accepté l'idée de me lancer dans la politique, qui était devenue une demande sociale. Okay. Alors, vous avez choisi comme sigle Rassemblement populaire, la patrie pour la prospérité. Alors, ça confirme ce que vous venez de dire. Alors, quel est vraiment, véritablement l'objectif que vous portez sur ces termes-là? Bon, pour le slogan R3P, les mots ont leur sens. Oui. Et chaque contenu du sigle porte réellement une définition qui ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, au niveau de la commune, on parle de rassemblement, voire même populaire. Ce qui veut dire quand tu rentres dans une famille, tu peux rencontrer 2 à 3 générations minimum. Ce qui veut dire là-bas, il y a ce qu'on appelle la vie en famille en tant que telle. La vie en famille basée sur, par exemple, nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes, voire même nos enfants. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, en fait, c'est des gens ou bien des familles qui portent des titres fonciers. Ce n'est pas des gens qui émanent de gauche à droite ou bien d'horizons divers qui fait qu'on se retrouve quelque part juste pour tisser des relations de cohabitation. Non, je dirais même la commune de Biscuiterie, par rapport à ceci, c'est devenu une famille à travers le mouvement que moi-même j'ai initié depuis novembre 2003, après avoir accepté l'offre collective ou bien l'offre collégiale de la commune. Okay. Alors, on a l'habitude de voir maintenant que les slogans actuels des partis politiques ou mouvements politiques mettent des termes wolof. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, par contre, comme je dis, souvent au Sénégal, les gens s'ils aiment, comment dirais-je, c'est-à-dire on est arrivé à un niveau où il faudra au moins donner une valeur à ce que l'on fait. Par exemple, je vois, depuis un moment, et ça c'est depuis l'avènement d'Abdoulaye Wade avec le PDS au pouvoir, il y avait Benno Siggil Sénégal. Dès que Benno Siggil Sénégal a été dénommé par son nom, en intégrant des éléments wolof, c'est là où que le ciel sénégalais commence maintenant à rencontrer des choses. Ce qui veut dire, est-ce que réellement ceux qui prônent ou bien ceux qui évoquent des noms ou bien des considérations par rapport à une dénomination politique, est-ce qu'ils savent réellement le contenu? Parce que moi, comme je dis, je n'ai pas jugé utile d'intégrer un mot wolof parce que par exemple, je me suis basé ou bien je me suis fixé conformément par rapport à mon vécu depuis que je suis né, depuis que mes parents soient au niveau de la commune de Biscuiterie, ou bien depuis que j'ai su que je suis un élément incontournable de la commune. Ce qui veut dire en un mot, je me suis basé sur les références qui nous sont propres. C'est pour cela que nous, on a préféré être toujours dans l'aspect populaire et des choses comme ça. Et pourtant, ce sont des termes qui vous mettent directement en proximité avec la population. C'est important, ces gens identifiants. Est-ce que dans le nouveau paysage politique sénégalais, ça ne montre pas qu'il y a une rupture avec les pratiques politiques d'avant? Parce qu'on avait l'habitude de voir le Parti socialiste, le Parti démocratique sénégalais, le PAI, le PIT et autres, alors qui avaient plutôt des idéologies marxistes, léninistes, socialistes, capitalistes. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps aussi
d'essayer de voir avec la réalité actuelle pour mettre un peu ces termes-là. Bon, conformément à ce que vous avez dit, moi je dirais que, bon, je vais m'aligner sur la même dynamique que vous, parce qu'avec ces partis classiques, si c'était des horizons divers, c'est-à-dire ils prenaient par exemple tels que des, comment je peux l'interpeller, des courants. C'était des courants, soit tu es social, soit tu es démocrate, ou bien tu es républicain, capitaliste, c'est des choses comme ça. Mais par contre, comme je dis, tout environnement a ses réalités. Au lieu de se référer sur des considérations particulières autour que la vôtre, parce que les mêmes réalités de base ne sont pas les mêmes, par exemple, les socialistes en France, ils ont leurs réalités, ils ont leur manière de vivre, ils ont leur manière de décortiquer en réalité c'est quoi le socialiste dans un mouvement donné. Par contre, nous, nos anciens, je dirais même, ou bien ceux qui ont fondé le socialisme ici au Sénégal, ils ne se sont pas basés sur le référentiel sénégalais. Ils se sont permis d'aller user vers l'Occident en oubliant qu'en fait les réalités occidentales ne sont pas les réalités chez nous. Ce qui veut dire par contre avec cette nouvelle génération que porte, comme je dirais même, quelqu'un qui est incontournable dans l'environnement politique du Sénégal depuis l'indépendance à nos jours, c'est l'actuel Premier ministre qui est le président Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. Par exemple, c'est grâce à lui que plusieurs Ousmane Sonko se sont créés. Parce qu'il a prôné la rupture, il a prôné en fait, par rapport à son idéologie, par rapport à son dévouement, par rapport à son courage, en nous faisant croire qu'au fait, il va falloir d'abord, en fait, le socle de notre développement, c'est d'abord chez nous. C'est pour cela, en fait, en tissant des courants ou bien en tissant des appartenances ou bien des considérations partisanes, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se référer, avoir une référence qui nous sont propres. C'est justement cela qui nous a permis, nous aussi, au niveau communal, voire même départemental, voire national, parce qu'on aspire au-delà de ça, qui nous a poussé aussi à avoir un référentiel propre, un référentiel qui répond à son nom, c'est-à-dire un référentiel sénégalais, là où on s'identifie par rapport à nous-mêmes. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, au niveau de la commune de Biscuiterie, il n'y a pas plusieurs quartiers, il n'y a pas plusieurs familles, on est unique, c'est une famille. Okay. Parce que là où tu passes, soit tu connais des proches ou bien des proches te connaissent, et il y a l'interdépendance, l'intersocialisme entre les familles, c'est-à-dire on s'entraide et on se comprend et on se mutualise de part et d'autre. Okay. C'est pour cela que je me suis appuyé sur ça. Ok. Donc vous avez travaillé, vous êtes en train de travailler déjà sur la base des relations cordiales, familiaux que vous avez dans votre environnement. Alors, et ça c'est important. Alors, restons toujours dans la commune de la Biscuiterie. Alors, vous connaissez Mohamed Djibril Wade? Je le connais trop bien. De passage, je lui passe mon bonjour. Okay. C'est un oncle, c'est un ami qui m'a tout le temps côtoyé sur le plan politique, bien sûr. Sur le plan politique, d'accord. Alors, 2014-2019, Mohamed Djibril Wade était le maire, n'est-ce pas? Il est toujours le maire. Il est toujours le maire. Alors, mais à l'époque, les gens le critiquaient beaucoup sur sa gestion, sur sa mauvaise gestion de la commune. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait comme réalisation concrète? Non, au fait, bon, après, avec le respect que je lui dois en tant que premier administrateur de la commune, nous, en tant que jeunes, on a constaté des insuffisances énormes et d'énormes insuffisances par rapport à son déroulement sur le plan de la gestion communale. L'exemple que je donne tout bêtement, là vous m'avez interpellé sur une question très précise. Quelles sont ces réalisations? Par contre aussi, moi j'aurais, comment dirais-je, la facilité ou bien l'accent porté plus pour dénoncer ces manquements. En réalité, il n'y a pas de réalisation, pour être honnête et sérieux. Parce que comme je dis, je ne parlerai pas de moi-même en particulier. Lorsque j'ai évoqué la D'ailleurs, si j'ai posé cette question-là, avec les critiques que faisait son entourage de manière générale, comme par exemple, c'est pourquoi j'ai intégré... alors, quelles sont exactement ces réalisations pour pouvoir faire la... Comme je dis, par exemple, nous, depuis qu'il est là, on n'a pas constaté d'avancée considérable bien d'avancée dans cette commune. L'exemple que je donne tout bêtement, bien avant lui, il y avait ses prédécesseurs, comme je peux les interpeller, à qui je dois du respect. Lui, il est là depuis un moment, ce qui veut dire lui, il a eu la chance d'intégrer différents horizons ou bien différentes générations, mais il n'a pas su l'exploiter.
juste un exemple patent qui est là. Je ne parlerai même pas de ma génération, mais l'avant-génération de ma maman, de mes parents du MES. Voyez un peu, après il y a mes parents, après il y a nous, après il y a nos enfants. Donc ce qui veut dire, c'est une succession de décennies qui est là. Mais jusque-là, sur le plan sanitaire, comme je donne l'exemple, si vous rentrez dans la commune de Biscuiterie, vous posez à quiconque ou bien vous faites un sondage concernant cet aspect, qu'est-ce qui a été réalisé? Vous ne verrez pas un investissement qui ne date pas de moins de 50 ans. C'est la seule structure sanitaire qui se trouve sur l'avenue Bourguiba qui existe et qui demeure il y a de cela 50 ans. Et il n'y a aucune rénovation qui a été faite, ou bien un élargissement de ce bijou qui pourrait nous servir nous en tant qu'habitants, ou bien en tant que fils de cette digne commune. Maintenant, comme je dis, souvent, les gens, ils ont l'habitude d'attendre la dernière minute pour essayer de vouloir contourner la réalité qui leur est dépassée depuis très longtemps. Par exemple, ils attendent la veille d'élection ou bien quelques jours après des échéances qui devront se dérouler. C'est là où ils se permettent pour juste procéder à une mascarade, parce que je peux l'interpréter une mascarade. Vous voyez un peu, c'est pas une mascarade. Attendre la veille, un mois avant, c'est déjà c'est bien beau de venir verser du béton, du sable, venir mettre du ciment, commencer un chantier sur lequel tu avais les éléments ou bien les outils depuis des années derrière que tu n'as pas su exécuter, attendre maintenant la veille. C'est-à-dire, ils se contredisent eux-mêmes. Et comme je dis, avec de la politique classique, vous me permettrez de dire que l'habitude est une seconde nature. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de leurrer les populations. Et nous, en tant que jeunes, on est conscients maintenant que forcément, pour faire avancer ce pays, il faut une rupture intégrale. Sur toute ça, en fait, avec rigueur, sur toute la ligne, comme vous me permettrez de dire. L'exemple que je donne, sur le plan sanitaire, c'est bon, ça je vous ai évoqué. Ce qui veut dire, la structure sanitaire n'a pas de changement depuis 50 ans. Maintenant, vous rentrez sur le plan de sport. Nous, étant jeunes, on avait toujours eu la sensation de vouloir appartenir à cette commune, parce que cette commune faisait partie de la zone 3. Au niveau du Sénégal, quand on te parlait de la zone 3, hop, là c'est le bon joueur. Tout à fait. L'équipe nationale du Sénégal, tu ne pouvais pas dénombrer 11 joueurs partant sans compter un ou deux fils de la commune de Biscuiterie. Et ça, c'est depuis l'avènement de Victor Diagne, l'exemple que je donne tout bêtement. Et Victor, c'est avec Sénégal 92, si vous vous souvenez. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une rupture subite par rapport à cela? Depuis un moment, vous ne verrez pas un fils de la commune de Biscuiterie faire partie de ce joyau national qui est l'équipe nationale. Parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Les peu d'espace qui nous restait, nous en tant que jeunes, ou bien nous en tant que fils de la commune, au lieu de l'exploiter pour utiliser le sport comme un levier ou bien un mécanisme de développement, non. Ouais, justement. Parce que comme je dis, souvent, ils oublient qu'en fait, l'histoire de créer des immobilisations, cela ne peut pas faire développer un pays, voire même une commune. Il faut des infrastructures, il faut des espaces, il faut des leviers qui font que la matière première puisse s'activer. En fait, en parlant de matière première, je fais référence à la jeunesse. Pour les jeunes, tout à fait. Ça permet, ça renvoie à dire que la jeunesse, c'est le moteur d'un développement. Tout à fait. Et maintenant, si cette jeunesse sportive du MES n'a pas d'infrastructure sportive, telles que les terrains et autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? La raison pour laquelle, sur le plan sport, on est tous morts. Sur le plan sécuritaire, il y a, comme je dis, nous, on est considérés comme des gens qui sont sur la liste rouge. Parce que là, en parlant de sécurité, quiconque habitant au Sénégal, vous lui parlez de la commune de Biscuiterie, en désignant certains quartiers, il vous considère comme un bandit. L'exemple, quand tu peux dire que j'habite Bentali, j'habite Lemri, ou bien j'habite Waronia, ou bien j'habite Niaditali, le fief de l'actuel maire, automatiquement, tu es un peu marginalisé. Parce que là, on te considère indexé. Parce que là, du simple fait, parce que comme je dis, le jeune qui est dans le quartier, qui n'a pas eu la chance de procéder à des études, ou bien le jeune qui est dans le quartier, qui a la chance d'étudier et de ne pas avoir, ou bien de ne pas su bénéficier des orientations professionnelles, ou bien le jeune qui est dans le quartier qui n'a effectué aucun des aspects que j'ai évoqués en premier. Qu'est-ce que vous voulez? Ces jeunes-là ne vont pas se mettre dans les quartiers. Et ce n'est pas eux seuls, les résidents de la commune, qui le font. Ils sont là en se constituant en des groupes de jeunes. Ils font appel à d'autres jeunes habitants d'autres communes. C'est là où
que les choses devraient être portées et essayer de voir en réalité qu'est-ce qu'il faut pour cette jeunesse. Parce que comme je dis, un jeune qui n'a pas d'ambition ou bien qui n'a pas d'objectif, ou bien qui n'a pas d'insertion professionnelle, il est obligé de virer vers l'incertitude ou bien de virer dans un environnement, excuse-moi, qu'on peut donner une connotation négative. Parce que comme je dis, il a trop de temps. C'est-à-dire quand on a d'occupation, on pense à autre chose. Si on ne joue pas, justement. Tout à fait. Ouais. Alors là, par là, est-ce que nos maires ou bien certains maires ont failli à leur mission? Non, je dirais même pas failli. On devait leur démettre actuellement à l'heure là, à l'actuel. Si la Constitution le permet, on devait leur démettre de leur fonction. Parce que comme je dis, ils ont échoué. Et c'est pas maintenant. Non, je ne le dis pas parce que je suis quelqu'un qui aspire à devenir. Non, je le dis parce que je suis un digne fils de cette commune. Comme tout autre jeune, moi je parle au nom de la jeunesse. Et vous parlez avec la réalité des choses parce que vous l'avez vécu. Alors, le maire de votre commune, Biscuiterie, Mohamed Djibril Wade, avait rejoint la mouvance présidentielle. Il avait même officialisé son départ des rangs du Parti démocratique sénégalais pour Benno Bokk Yakaar. En prenant cet exemple-là, l'exemple du maire de votre commune qui a transhumé, si je puisse me prononcer ainsi, alors peut-on confirmer que les politiciens ne gèrent que leurs intérêts? Évidemment, ça c'est une évidence. Comme je dis, vous m'avez même marché sur la langue. Comme je dis, une gestion communale ou bien une gestion étatique, pour moi, avec un responsable qui répond à son nom, c'est d'abord l'intérêt général. Quand l'intérêt il est particularisé, ça n'a plus son sens. Raison pour laquelle, c'est vous-même qui l'avez évoqué. Mohamed Djibril Wade, il n'a pas su gérer l'opportunité qui lui a été offerte par la commune de Biscuiterie, en particulier les jeunes. Parce que du coup, je vais vous rappeler, au début, il n'a pas su bénéficier des 5 ans de mandat. Il y avait le feu Doudi Sagnas qui était paix à son nom. Après ça, après 3 ans, comme Dieu l'a voulu, il a, comme Dieu l'a voulu, en fait, paix à son âme, comme j'ai dit, il est décédé, comme je peux dire, pour ne pas trop, pour rester dans le contexte. Après ça, à l'unanimité, comme je dis, on avait espoir sur lui, parce que c'est quelqu'un à qui on prétendait être quelqu'un de social, quelqu'un qui est proche de la... Donc il a été désigné, justement, après le décès du vieux. Du véritable maire qui a été élu au suffrage universel. Ok. Maintenant, comme je dis, il a été désigné à l'issue de la disparition du vieux Doudi Sagnas que nous respectons autant, et paix à son âme, parce qu'il a aussi porté son empreinte dans l'environnement politique du Sénégal, en particulier celle de Biscuiterie. Maintenant, comme je dis, après sa disparition, à l'unanimité de la commune, par le biais, comment dirais-je, du conseil municipal qui représentait en miniature la population de Biscuiterie, les décisions en fait coulaient de gauche à droite, des propositions ainsi de suite, comme vous voyez. Maintenant, comme lui, c'était un élément ou bien un membre incontournable dans le cadre sportif de la commune, les jeunes avaient porté le choix sur lui. Parce que quoi qu'il advienne aussi, il y avait d'autres personnes à qui on pouvait désigner, ou bien il y avait d'autres politiciens qui étaient dans la commune. Mais nous, en tant que jeunes, de la même manière qu'on a su qu'il était du côté sportif, c'est de la même manière qu'on le jugeait comme quelqu'un qui était social, parce qu'il était tout le temps fréquent au niveau des jeunes. Cela a fait que nous aussi, on avait porté le flambeau, on avait porté le combat jusqu'à ce qu'il soit désigné ou nommé pour les 2 ans restants. Maintenant, après ça, les élections arrivent. Comme l'adage dit, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. À l'unanimité aussi, on avait toujours porté le même combat, le même flambeau pour la réélection de ce M. Djibril Wade comme l'actuel maire de la commune à l'issue d'un suffrage universel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après cette élection, cette réélection du maire, M. Wade a été nommé légitimement, conformément à la constitution sénégalaise. Par rapport à cette élection, il avait véhiculé, ou bien il nous faisait croire, ou bien en fait, on a toujours su de lui un message qui donnait le sens du contraire de son contenu. Cela veut dire, en fait, le message, il peut sembler être un message qui tend vers la droite, alors que c'est un message qui tendait vers la gauche. Je veux dire par là, par exemple, on lui avait désigné pour les 2 ans restants après la disparition du vieux Doudi Sagnas
sous le coupole ou la bannière du PDS, parce qu'il est natif PDS et il a grandi dans le PDS. Tout à fait. Maintenant, regardez ce qui se passe. Après ça, les tiraillements ont commencé à l'issue de cette élection pour sa réélection et tout ça. Nous, on s'est porté volontaire. Lui aussi, il a utilisé ses relations, ses moyens, en partant avec, comment dirais-je, un peu avec la citoyenne, comment on peut l'interpeller, société civile. La société civile. Effectivement, sous le coupole du récépissé de, je pense que c'est Sidi Djamil, hein, avec son parti Sidi Djamil, comment on interpelle encore Sidi Djamil de Fass. De Fass, Besdouniak. Besdouniak, justement. C'est Besdouniak qui lui a facilité les choses, c'est Besdouniak qui lui a transmis son récépissé. Et sous cette bannière, c'est là où il a brandé la deuxième élection. Et nous aussi, on n'a pas porté de considération particulière sur ça. On s'est dit que ce n'est pas le récépissé qui compte, c'est la personne en tant que telle. Tout à fait. Et on a mouillé le maillot, toute la jeunesse de Biscuiterie pour que ce soit réalisé. Ceci fait, même si tu dois renverser la tendance, il faudrait au moins accorder une petite considération à cette jeunesse qui a tout donné. Qui a tout donné sans réserve. Tout à fait. Mais après moins d'un mois, M. Wade s'est permis de se mettre en face des médias sénégalais ou bien de la presse sénégalaise pour faire une déclaration qui lui a coûté ce qui lui a coûté aujourd'hui. Parce que le choix n'était pas porté sur Benno Bokoyaka. Il y avait des éléments de Benno Bokoyaka résidant dans la commune, comme Adama Koumando Fendjouf à l'époque. Il y avait Ismaël Gueye, parmi tant d'autres. Pourquoi nous, on n'avait pas choisi ces personnes? Parce qu'on ne croyait pas à leur projet, on ne croyait pas à leur démarche. Par contre, à lui, on avait l'espoir, mais il nous a déçus. Du coup, comme je dis, la politique, c'est une suite logique. De la même manière qu'on lui avait accordé cette chance, cette considération politiquement en portant le choix sur lui, c'est de la même manière que le contraire s'est reproduit actuellement. Si vous procédez actuellement à des sondages au niveau de la commune, sur 100 jeunes de la commune, vous leur posez la même question que vous m'avez posée, ils vont vous dire que M. Wade nous a trompés. Donc c'est certain que si on allait à une élection, il allait perdre. Non, lui-même il le sait. Lui-même il sait. Essayez de procéder à ce sondage. Sur 100 jeunes de la commune de Biscuiterie, sur les 100, 98 vous diront qu'il nous a trahis. Ouais. Alors, merci pour cette page. On va fermer ça et on reviendra peut-être un jour plus amplement sur ça. Parce que bientôt, nous irons vers les élections locales, ça c'est sûr. Oui. Alors, le Sénégal a une nouvelle assemblée nationale. PASTEF, le parti PASTEF a eu 130 députés. Tako Wallu, 16 députés. Vous avez déjà ces informations. Alors, Sam Sekadou 3, les autres ont chacun un député. Donc, il y a 12 partis ou bien coalitions qui sont à l'Assemblée nationale. Alors, en tant qu'acteur politique, M. Diouf, alors quelle lecture faites-vous sur cette 15e et nouvelle législature? Bon, par rapport à ce sujet précis, je tenais d'abord à remercier l'ensemble du parti PASTEF et l'ensemble de ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour cette belle victoire, dont nous-mêmes, en tant que mouvement F3P de la commune de Biscuiterie, nous avons su jouer un rôle très important. Un rôle important, ok. Ouais. De ce fait, par rapport à cela, nous, au niveau de la commune de Biscuiterie, excusez-moi, c'est juste une petite parenthèse, tout à fait. on avait reçu toutes sortes d'offres, pour deux raisons que vous avez évoquées. Soit l'offre, il est dans un intérêt général ou bien dans un intérêt personnel. Nous, on a privilégié, comme je vous l'ai dit, en tant que jeune, en tant que mouvement F3P de la commune de Biscuiterie, on a privilégié l'intérêt général. général. Et par principe, on a reçu deux offres. Par exemple, sur la chronologie des nombres de députés que vous avez évoqués, PASTEF 130, que Tako Wallu 16, on avait reçu l'offre de Tako Wallu et on a décliné. Après Tako Wallu, c'est Sam Sekadou. Je pense que Sam Sekadou, c'était avec Amadou Ba aussi. Nous avions décliné encore cette offre. Ce qui veut dire, l'idée d'une rupture, c'est ce qui nous anime en tant que jeunes. Maintenant,
Et par principe, celui qui n'est pas avec Jean, il est avec Paul. On a décliné toutes les offres de l'opposition. C'est dans ce sens que nous avons tissé de très bonnes relations politiques avec PASTEF dont nous ne faisions pas partie de la liste. Okay. Comme je dis bien. Maintenant, et c'est dans ce sens que nous avions abrogé ou bien entamé une campagne électorale très intense, très tendue même, parce qu'il fallait aussi faire comprendre aux gens c'est quoi le projet PASTEF pour avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et par la grâce de Dieu, au niveau de Biscuiterie, nous avions raflé tous les centres de vote, tous les bureaux de vote, sans exception, avec la participation très remarquable du mouvement R3P, dont les images sont à travers les médias sénégalais. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit au niveau de la presse, parce qu'eux-mêmes ils savent, eux-mêmes ils ont su voir quel est le rôle qu'avait porté, ou bien quelle est l'ampleur qu'avait porté le mouvement R3P de la commune de Biscuiterie en accompagnant PASTEF Biscuiterie pour faire gagner le parti PASTEF au niveau communal, je dis bien, pour l'ensemble des bureaux de vote, l'ensemble des centres de vote. Maintenant, pour entrer directement dans le vif du sujet par rapport à cela, c'est-à-dire, depuis un moment, il faut que tout un chacun de nous, que ce soit sénégalais, hommes ou femmes, il faut qu'on accepte que le terrain politique a su un basculement ou bien un changement notoire. Ce qui veut dire que tout un chacun devrait avoir au moins un petit moment à l'accorder en faisant une rétrospective de ce qui était là et ce qui vient d'arriver. Par exemple, comme je dis, quand on dit que PASTEF a remporté, c'est le président Ousmane Sonko qui a remporté cette belle victoire. Vous savez le pourquoi? Souvent je donne une dénotation ou bien une chronologie par rapport à cela. Parce que comme je dis, si vous voyez, les élections législatives, c'est quelque chose qui est prévu par la Constitution sénégalaise. Tout à fait. Parce que comme je dis, c'est la deuxième, je dirais même, c'est la deuxième, comment dirais-je, à part l'exécutif. L'exécutif, après l'exécutif, c'est la législature. C'est la deuxième institution phare de ce pays. Tout à fait. Maintenant, donc c'est pas quelque chose avec laquelle il faut s'amuser. Par contre, comme je dis, lui il a su... On ne peut rien faire sans l'Assemblée nationale. Sans l'Assemblée nationale. Mais lui aussi, comme je dis, nous en tant que PASTEF et ses partisans et ses collaborateurs, on a très tôt su cet enjeu. Et comment démontrer qu'on l'a très tôt su? Avec toutes les parties qui étaient validées pour cette investiture ou bien ces élections législatives, il n'y a que le parti PASTEF et ses partenaires qui ont sillonné toutes les 14 régions du Sénégal. Tout à fait. Et puis, en sillonnant ces régions du Sénégal, la campagne était fondée sur un aspect plutôt objectif que sur le prestige ou bien sur la subjectivité. Je veux dire par là. Surtout pour, vous voulez dire par la présentation d'un programme. D'un programme bien défini. Et ce programme a un contenu très riche parce que c'est ce programme qui est en train de dérouler. Ce programme porte sur l'horizon 2050. Maintenant, par rapport à ce programme, le président Ousmane Sonko, président du PASTEF, il a eu le temps de communiquer, d'être en synergie avec toute la population sénégalaise. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il a fait les 14 régions sans exception, en se basant sur un programme, sur une bataille idéologique, je dis bien, et je précise encore mes mots, sur une bataille idéologique. Tout à fait. Vous voyez un peu, ce qui veut dire que sa bataille a porté ses fruits. Par contre, l'opposition, comme je dis bien, l'opposition en tant que telle, si tu vois un peu, ça n'existait pas. C'était un peu Barthélémy Dias et son groupe. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe avec avec ce groupe ou bien cette mouvance politique? Au lieu d'aller faire ou bien d'adopter la même dynamique ou bien le même process que le président Ousmane Sonko avec le parti PASTEF, ils ont préféré rester à Dakar. Quasiment les 2 tiers de la campagne électorale, ils l'ont déroulé ici à Dakar. Sans contenu sur le plan projet, sans bataille idéologique, parce qu'à la place de la bataille idéologique, ils ont préféré user des armes. En fait, c'est visible à travers... Et que les Sénégalais, maintenant, sont exigeants sur le plan programmatique, surtout.
Justement, comme sur la présentation de programmes, sur des idées phares, alors sur des propositions concrètes. Alors, les Sénégalais attendent tellement des politiques sur ces points-là. Maintenant, comme vous le savez, vous savez que toute l'opposition... C'est pour un peu appuyer ce que vous venez de dire, parce que nous, on parle de faits réels. Réels, effectivement. Tout à fait. Comme vous l'avez dit. On n'invente rien, voilà, c'est des faits réels. Ça ne demande pas de maintenant. Et on l'a adopté dans nos premiers propos. Si vous voyez le premier thème de nos discussions, on a abordé un peu dans ce sens. Parce que là, on parle de courant politique. Je vous ai très tôt précisé que ce ne sont pas les courants qui peuvent régler le problème d'un pays. C'est-à-dire c'est les réalités eux-mêmes. C'est les réalités eux-mêmes qui font que nous, actuels acteurs ou bien actuelle génération, nous avons très tôt compris comment il faut mener ou bien comment il faut procéder pour faire développer ce pays. Par contre, il y a des jeunes que je peux interpeller. Ce sont des jeunes, mais par exemple sur la pratique, ils sont toujours dans l'aspect de l'ancienne politique. Parce qu'ils sont fréquentés, par exemple, ces anciennes générations de politiciens. Vous voyez un peu ce que ça fait. Maintenant, par contre, comme je dis, c'est le même souci qui revient avec cette opposition. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas surpris de ces résultats. Diouf, moi, je tenais à vous préciser. Comme je dis, on ne récolte ce que l'on a semé. Tout à fait. Ousmane Sonko et le PASTEF, avec ses partenaires que nous sommes, ne peut pas faire l'ensemble du territoire sénégalais, avec les 14 régions, avec un programme, je ne dirais même pas annuel ou bien quinquennal, mais un programme d'horizon 2050, avec un contenu bien ficelé. Très clair. Très clair, très précis. Alors que dans l'autre camp, ils ont préféré rester à Dakar, faire du sabotage, rester à Dakar, faire un peu de vagabondage, excuse-moi du terme, et pour s'attendre à des résultats possibles. Non, ce n'était pas possible. Ce qui veut dire que ce n'est pas surprenant. Maintenant, il appartient aussi, comme je dis, au parti PASTEF et à ses collaborateurs qui ont remporté largement la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, que au soir du 17 novembre 2011, où les résultats ont été proclamés ou même vulgarisés 3 jours après, c'est ce jour même qu'ils devraient oublier qu'il y avait l'appartenance politique pour la majorité au niveau. Je veux dire par là, c'est-à-dire, je veux décrire quel genre de député ou bien quelle devrait être la personnalité du député sénégalais qui réside actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ma question même. Justement. Cela veut dire, il va falloir qu'ils comprennent. Pour une bataille, il y a un début mais il y a une fin. Et après cette bataille, il faut passer à l'essentiel. Actuellement, nous sommes arrivés à l'heure de passer à l'essentiel. Cela veut dire, le Sénégalais a tout donné à cette assemblée. Nous avons donné la première institution de ce pays. Au parti PASTEF. Nous avons donné à l'unanimité la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons donné tous les pouvoirs annexes qui peuvent lier ou bien qui peuvent faire fonctionner normalement en fait un État ou bien une nation. Donc ce qui veut dire les Sénégalais n'attendent que des résultats. Par principe, il va falloir aussi qu'ils comprennent pour l'exercice de leur fonction au niveau de l'Assemblée nationale, ils ne devraient pas porter une connotation politique ou bien des appartenances. Ce n'est ni PASTEF, ce n'est ni Tahaou, ce n'est ni autre parti. Ils sont là-bas pour représenter dignement, honnêtement le peuple sénégalais, pour faire redresser, faire développer ce pays. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Sémou Diouf, président du mouvement politique R3P, Rassemblement populaire, la patrie pour la prospérité. Monsieur Diouf, alors il y a 2 groupes parlementaires, PASTEF et Takku Wallu, je pense bien, c'est ça. Alors, qui avaient 16 députés et bénéficient de la grâce d'Abdou Karim Sall pour avoir un groupe parlementaire. Est-ce que ce seul groupe parlementaire opposant pourra faire effet ou aura un impact sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale avec un parti qui a la majorité?
Bon, ça, ceci dit, Diouf, vous savez, ça renvoie même à notre question précédente. C'est-à-dire, ça englobe un peu la dénomination ou bien le comportement du député qu'on attend. Par exemple, avec la majorité que nous avons obtenue, le PASTEF et ses partenaires, pour 130 députés, et Taku Wallu avec 16 députés, les autres 3, les autres 1. Maintenant, comme je dis, on est arrivé à un stade où ce n'est plus les considérations. Il y a Samoussa Ndiaring de Amadouba qui a eu 7. Oui, c'est ce que je dis. Samoussa Ndiaring de Amadouba qui a eu 7, d'accord. Maintenant, toutes ces considérations ou bien tous ces faits qui sont là, que ça soit PASTEF avec 130 députés, Samoussa Ndiaring avec 7 députés, Taku Wallu 3, les autres 7, après tout, c'est des députés sénégalais. Ce qui veut dire on n'est plus dans l'époque ou bien dans l'ère où il faut tirer ou bien ça aille de gauche à droite. Cela veut dire on a un objectif. C'est quoi l'objectif de cette Assemblée nationale? C'est faire développer ce pays. Parce que comme je dis, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Et l'Assemblée nationale du Sénégal actuelle, c'est le levier de notre développement. Dans la seule mesure, justement avec une petite précision, c'est dans la seule mesure où que, il faut noter, c'est dans cette institution, la seconde institution de ce pays qui est l'Assemblée nationale, c'est là-bas où on vote les lois, c'est là-bas où on vote les projets, c'est là-bas où on procède à des politiques générales, c'est là-bas où on procède à beaucoup de choses. Même les vides du budget ministériel, c'est des choses comme ça. Donc l'Assemblée n'est pas un environnement avec lequel il faut jouer. Ce qui veut dire qu'il faut que nos députés soient à la hauteur pour répondre à certaines exigences qu'il faudra développer ce pays. L'exemple, lorsque vous avez fait le ratio... Et ça, c'est très important. Effectivement, parce que tout tantôt, vous écoutant, ça semblerait, et ce n'est pas vous seul, c'est quasiment une partie des Sénégalais qui se posent cette question. Est-ce qu'avec la majorité que le PASTEF et ses partenaires ont su obtenir au niveau de cette magistrature qui est l'Assemblée nationale actuelle, est-ce qu'ils ne peuvent pas être bloqués par l'autre groupe parlementaire, à savoir Taku Wallu ou quelque chose comme ça, parce que par la grâce ou bien par un événement que nul ne s'attendait, qui est l'intégration d'Abdou Karim Sall, qui a fait qu'ils ont obtenu un groupe parlementaire, est-ce qu'ils ne vont pas s'opposer souvent par rapport à certaines décisions? Moi, si vous le permettez, bon, en fait, c'est juste, je ne dirais pas une sensibilisation, mais il faut qu'ils comprennent aussi ce pays appartient aux Sénégalais. Le pays n'appartient pas à des députés ou bien une partie. Les députés là, vous voyez, à l'unanimité, ils font combien? Ils ne représentent même pas le énième de la population sénégalaise. Ce qui veut dire qu'il faut qu'ils comprennent et qu'ils sachent. On les a confié une mission. Et pour cette mission, il y a un commencement, il y a un début. Et on leur a donné tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, ça semblerait dire que tu as envoyé ton enfant à la boutique. Tu lui as précisé ce dont il doit acheter, comment il doit porter ça, combien il doit payer. Voyez un peu ce que ça fait. C'est le même sort que les Sénégalais ont fait de cette Assemblée nationale. On a tout donné, que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir. Parce qu'à cet issue, moi, je suis du genre qui contredit ou bien qui n'est pas en phase par rapport à cette dénomination. Quand on met le pied au niveau de cette institution, ou bien dans cette institution qui est l'Assemblée nationale, on devrait bien avant même se séparer de, je dirais même de son manteau, parce que en fait on ne doit pas y entrer avec en fait une considération politique, je veux dire par là. Manteau politique PASTEF, on doit se mettre de côté avec manteau Taku Wallu, on doit l'enlever avant d'entrer dans cette assemblée. C'est-à-dire, dans cette assemblée, c'est des députés sénégalais. Du peuple. Point. Pour le peuple. Justement. Du peuple et pour le peuple. Et pour le peuple, exactement, comme vous l'avez dit. Okay. Alors, maintenant, c'est bien dit et je pense que c'est bien compris et que le message, est passé. Alors, donc, on va aborder un autre point qui fait l'actualité présentement. Barthélémy Diaz. Alors, destitué, Barthélémy a introduit un recours auprès de la Cour d'appel. Alors, s'il n'obtient pas gain de cause, est-ce qu'on assisterait à une disparition progressive de Barth? Mais ça, comme je dis, Barth, ce n'est pas quelqu'un qui est nouveau dans l'atmosphère politique actuelle. C'est quelqu'un qui a su exister pendant au moins 3 générations. Depuis 2003,
il a su occuper des postes de responsabilité dans ce pays. Mais comme je dis, c'est quelqu'un qui devrait servir à tout jeune ou bien à tout acteur politique de sa génération de leçons. Parce que comme je dis souvent, il faut avoir une constance dans sa démarche. Et c'est très important. Souvent, quand on est entre le couteau... Une constance dans sa démarche. Dans sa démarche. Souvent, moi j'ai l'impression de quelqu'un qui est entre le couteau et l'enclume. Du simple fait, par exemple, c'est du style de politicien. Souvent, tu ne peux pas entendre ou voir souvent des considérations qui font que souvent ça peut créer un blocage ou bien des soucis au développement de certaines situations de ce pays ou bien au développement de certains aspects dont il ne fait pas part. Et c'est quelque chose qui fait mal souvent, vu son âge. Par contre, comme je dis, dans cette vie-là, je ne parle même pas de politique, on a récolté que ce qu'on a enseigné. L'exemple que je donne avec Bat, c'est vous-même qui l'avez évoqué. C'est l'actuel, c'est l'élément phare actuel de l'actualité politique du Sénégal actuellement. Et si vous voyez un peu pour le moment, et ça ne date pas de maintenant, parce que ce qu'il a impliqué là, est-ce que réellement c'est une actualité? En fait, ce n'est pas une actualité. C'est des faits qui datent au moins de 2011, qu'on lui remonte jusqu'à maintenant. 2011-2024, on parle maintenant de combien d'années? Donc ce qui veut dire, c'est là où c'est important, je parle d'une constance. Il faut être constant par rapport à sa démarche. Et il n'est pas constant, malheureusement. Alors, rappelons que Barthélémy Diaz a été élu maire en janvier 2022 sous la bannière de Yewwi Askan Wi, dont Taxawu Sénégal et Pastef étaient les têtes de proue, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça augure de fortes manœuvres politiques pour destituer complètement Diaz si le PASTEF détient une majorité confortable au sein des conseillers? Parce que certainement, les conseillers vont se pencher sur la relève, sur la succession. Alors, et qu'on sait présentement qu'au niveau de la mairie de Dakar, il y a une forte présence de conseillers qui appartiennent des conseillers qui appartiennent au parti PASTEF. Maintenant, comme vous l'avez su, faisons appel un peu à l'histoire. Depuis l'avènement, comme je dis, de Ousmane Sonko, si vous le permettez, entre guillemets, le phénomène de l'histoire sénégalaise en matière de politique. Parce que ce qu'il a su obtenir en un temps record depuis l'indépendance, par la grâce de Dieu, il est le seul à parvenir le faire. Donc c'est un phénomène. C'est un phénomène. Maintenant, avec ce phénomène, tu ne peux pas enclencher ou déclencher un combat jusqu'au moment où on a parlé d'élections législatives, d'élections locales du MES qui dataient de 2022. À cette issue, si vous vous souvenez, comme tous les Sénégalais, au moment où il fallait battre campagne, le monsieur Sonko, il a préféré se mettre devant l'écran sénégalais, devant toute la presse, disant que rien ne m'empêchera d'élire battre pour cette municipalité départementale. Il a préféré rester à Dakar, battre campagne, s'imposer, mouiller le maillot et être le ténor de cette mouvance. Ça, c'est une vraie réalité. Ouais. C'est ce qu'on a assisté. Et Diaz n'est pas le seul. Et Diaz n'est pas le seul. Au même moment, je dirais, lui, il a été élu maire de Ziguinchor. Un maire qui n'a pas eu un moment pour mettre les pieds dans son fief pour battre campagne. Donc, ce qui veut dire, il devrait s'attendre à une telle situation. C'était juste une parenthèse pour vous dire, en quelque sorte. Ce que vous dites est important. Cette analyse-là est très importante. Ousmane Sonko n'est pas quelqu'un à sous-estimer, ou bien n'est pas quelqu'un à marginaliser. Tout à fait. De la même manière que c'est quelqu'un qu'il faut accorder de l'importance ou bien du respect. Et devant cette situation, j'ai dit que Bat a un peu failli. Du fait que, l'exemple que je donne, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Et en interne, que ce soit Bat ou bien d'autres partenaires avec lesquels, souvent tu entends dire Ousmane a élu un maire de Dakar, Ousmane a élu aussi parmi tant d'autres des maires d'horizons divers ou bien de communes différentes. Tout à fait. Ce qui est logique et ce qui est vrai. Maintenant, pour ce même monsieur,
c'est toi-même qui s'est porté volontaire par un accompagnement que lui, il a jugé utile, que lui, il a jugé honnête et sincère, et qui n'a pas ménagé d'efforts pour te faire avancer dans ce que tu fais en matière de politique. Par contre, tu es toujours avec ce monsieur et tu prônes le contraire. Ce qui veut dire, en un mot, est-ce que le monsieur Diaz n'était pas assis sur la même branche qu'il avait porté la scie pour faire descendre? S'asseoir sur une branche et la scier. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a fait en un moment. Par exemple, comme je dis, tu ne peux pas venir. Ousmane Sonko, son projet à l'entame ou bien à l'initial, était porté sur non au troisième mandat pour Macky Sall. Jusqu'à ce que la majorité de la population ont cru à ce projet. Toi-même, Diaz, tu as cru à ce projet et tu l'as accompagné jusqu'à ce qu'il soit votre mentor. Parce que sans Ousmane, est-ce que je ne sais pas comment ça, Taku Wallu, est-ce qu'ils auraient obtenu ces résultats durant ces élections locales de 2022? Non, moi je dirais non. Et parmi tant d'autres Sénégalais, ils diront non. Ce qui veut dire Bat n'a pas su gérer son compagnonnage avec M. Sonko. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tahaou Dakar du MES, justement, avec Tahaou Dakar, excuse-moi. Tout à fait. Avec Tahaou Dakar, Bat n'a pas su gérer son relationnel avec Sonko. Comme je dis, pour Ndobin Ray Samambo, c'est un l'union de Tout à fait. Cela veut dire, lui, il a imposé l'esprit un peu archaïque en matière de politique. Je ne sais pas, c'est du fait qu'il a fréquenté les anciens mentors depuis, je dirais même faux Ousmane Torrentien, Père Assona, beaucoup d'autres politiciens qui sont passés par là, qui ont obtenu voire même plus de 70 ans. Il a toujours été dans cette dynamique. Dans ce siège-là. Dans ce siège, ce qui veut dire souvent aussi, il a la mentalité jeune. Demain aussi, il a l'esprit. En fait, voilà. Il a l'esprit un peu vieux. Parce qu'avec un certain comportement, souvent je juge Bat comme quelqu'un qui est vieux. Moi, je le vois ainsi. Maintenant, pour dire. Parce que les anciens politiciens avaient l'habitude de faire ces genres de manipulations-là. Et ils s'en sortaient. Parce que comme je dis. Mais les temps ont changé maintenant. Non, beaucoup même. Parce que vous voyez un peu, maintenant, par exemple, avec cette nouvelle génération, il faut faire très attention. C'est des jeunes qui sont instruits. C'est des jeunes qui croient en eux. Ce qui veut dire... Et qui ne reculent devant rien. Non, devant rien du tout. Ouais, c'est ce qui a créé cette situation. C'est ce qui a amené ce régime au pouvoir. Tout à fait. Parce qu'Ousmane, il n'a pas reculé d'un iota. Et eux-mêmes, ils avaient compris cela. C'est pour cela qu'ils ont... C'était pas volontaire ce qu'ils ont fait. Ou bien gratuit. Excusez-moi. C'était pas gratuit. Hein. L'accompagnement de ces jeunes auprès d'Ousmane Sonko n'était pas gratuit. Eux-mêmes... Et s'opposer contre Macky Sall, ce n'était pas donné à tout un chacun. Non, vous voyez un peu, comme je dis... Par rapport à la situation entre Macky Sall, Sonko et Diaz, vous avez énoncé quelque chose qui me s'avère très important. S'opposer à Macky Sall. N'était même pas une idée qui traverse à l'esprit jusqu'à être réalisable. Par exemple, Macky Sall, qui le connaît, sait qu'il ne recule pas. Et il ne lâche pas la chose. Tant que la corde elle est là, il tire. Il ne lâche pas le morceau. Tout à fait. Et c'est du style. L'exemple que je donne, c'est que depuis que Macky est là, la seule personne ou bien le seul leader qui a su faire face, c'est Ousmane Sonko. Maintenant, avec Bat, juste c'est une parenthèse, avec Bat, en 2011, c'est là où a démarré ses problèmes avec Ndiaga Diouf. Après, Macky a jugé. Pas Macky, mais pour cette période, il a été condamné pour 2 ans, dont 6 mois ferme. Il a fait appel en 2017 avec l'avènement de Macky Sall. Et ça coïncide avec l'implantation d'Ousmane Sonko. Parce qu'Ousmane il a démarré en 2014-2015, mais il commençait à voir un peu les nuages à partir de 2016-2017, lorsqu'il a été élu en premier comme député. Vous voyez un peu ce que ça fait. Maintenant, c'est là où Bat a compris maintenant, il y a l'enjeu qui joue entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Mais moi, d'après mon analyse, est-ce qu'il a su gérer les deux relations? Là, je dirais non. Il a su gérer son relationnel avec Macky Sall, ce qui lui a coûté ce qui est aujourd'hui. Par contre, avec Ousmane Sonko, je dis non. C'est ce qui lui a coûté aussi aujourd'hui. Parce que comme je dis, c'est la guerre comme à la guerre. Ouais. Ça, il a fait fausse route. Bien, ses calculs politiques lui ont trahi. Alors, ancien maire de Dakar et proche de Barthélémy Diaz.
je m'adresse à qui? À Khalifa Sall, merci. Alors, Khalifa Sall a connu un sort similaire. Peut-on parler d'un destin commun entre les deux anciens compagnons? Non, là, comme je dis, c'est deux destins qui sembleraient être identiques, mais quelque part, il y a une petite différence. Okay. Quelle est la différence? Comme je dis, Khalifa, si vous voyez un peu, lui, c'est des faits antérieurs qui a fait qu'il a été destitué de ses fonctions ou bien démis de son poste de maire de Dakar. Par exemple, parce qu'au moment où il a été jugé, par exemple, pour des choses qu'il a pu exécuter au niveau de la municipalité de Dakar, c'est des faits, d'après l'histoire, d'après la justice sénégalaise, c'est des faits qui sont condamnables. Mais par contre, c'est des faits qui n'ont pas existé seulement avec l'avènement de Khalifa. Et ça date du temps de Mamadou Diop, bien avant même Mamadou Diop, maire de Dakar. Comme je dis, Khalifa a suivi la même dynamique ou bien le même cheminement par rapport à ses prédécesseurs. Maintenant, comme je dis, en politique, l'erreur ne se pardonne jamais. Khalifa a su payer. Parce qu'avec Macky Sall, il savait que s'il ne brise pas un peu l'élan de ce monsieur, peut-être il pourrait être son interlocuteur direct. Et cela ne pourrait être que négatif pour le sort de Macky Sall en matière de troisième mandat. Ça, c'est d'un. Maintenant, par contre, par rapport à Barthélémy Dias, il y a une nuance. À Barthélémy Dias, il s'était mis dans une situation de part et d'autre différente. Parce que lui, c'est lui-même qui était un peu... Le jour que j'ai entendu Barth dire, ou bien la presse dire, que Barth a dit, lorsqu'il allait rendre visite à Macky Sall un soir, si je me trompe, il a attendu d'arriver devant la porte du palais. Il faisait 1h du matin. C'est là qu'il a appelé Ousmane pour lui dire que hop, je vais au palais comme je rentre dans le palais comme ça parce qu'il y a le président qui m'a appelé ou bien qui m'a accordé une audience. C'est ce jour même, s'il avait un bon entourage ou bien s'il était quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est ce jour même qu'il devrait se dire, est-ce que le même Ousmane Sonko, à qui j'ai toujours été à côté de lui, est-ce que à la fin ou bien à la finalité de la situation que je viens d'évoquer, ça, le fait de répondre à cet appel du président, rencontrer, est-ce que ce sera le même Ousmane Sonko après? Tout à fait. C'est des choses, si c'est dit par Ousmane ou c'est des non-dits, Barth devrait s'attendre à cette situation. Parce que comme je dis, c'est la guerre comme à la guerre. Maintenant, Ousmane, ici, comme je dis, il a un entourage. Barth, si son entourage n'accepte pas de lui dire les réalités, ou bien n'accepte pas de lui faire face à ce qui se passe, ou bien comment devront se dérouler les choses. Chez Ousmane, c'est le contraire. Du coup, c'est là où tu as entendu les pastéfiens, l'entourage d'Ousmane Sonko, il a trahi, il a fait ça, il a fait ça. Et comme je dis, à la coutumière, Pastef, tout ce que tu entends dire le petit pastéfien, sache qu'il l'a tiré du plus haut niveau. Ce n'est pas des choses bénévoles. C'est des choses bien conçues, c'est des choses mûres. Maintenant, comme je dis, l'erreur ne se pardonne jamais en politique. Barth, il a commis des erreurs indifféremment à Khalifa Sall. Maintenant, comme je dis, Khalifa peut-être il pourrait rejoindre le groupe s'il n'était pas, ça n'aurait pas été son âge. C'est des choses comme ça. Mais Barth pour dire, moi, entre guillemets, son avenir politique me pose problème. Effectivement, c'est ça. En tout cas, ces temps-ci, il est dans des difficultés énormes. Alors, M. Diouf, avant de passer à autre chose, qui est le leader de l'opposition après les élections législatives? Monsieur Diouf, comme vous m'avez appelé Monsieur Diouf, on est du même nom. C'est toujours un plaisir. Et on est même parents. Même parents, oui. Parce que moi, tous les Semou sont mes parents. Effectivement. Celui-ci est le Djahao. Oui. Djahao aussi. Ah, voilà. Et de Joal Fage aussi. Et je disais que vous êtes mon parent. Effectivement. Maintenant, bon, comme vous l'avez évoqué, qui est le leader de l'opposition? Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que l'opposition existe d'abord? Ce qui veut dire, juste d'emblée, l'actuelle atmosphère sénégalaise, c'est-à-dire le paysage politique du Sénégal, en fait, n'oblige pas une opposition. Pour le moment. Comme je dis, parce que c'est un projet que nous tous à l'unanimité, quand je dis à l'unanimité, à 99%, que n'importe quelle génération confondue, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui avons porté le projet passé, le projet Ousmane Sonko, c'est nous qui l'avons voulu. Ce qui veut dire, et c'est démontré
depuis, je dis bien, les élections locales 2022, que par le biais de Ousmane, ou bien par le biais de, je ne sais pas, qui Takoualou Sénégal, je ne sais pas quoi, Sénégal. Comme je dis, c'est pas sa personnalité, ou bien c'est pas ce phénomène que beaucoup de maires ont été élus, que ce soit au niveau départemental ou bien au niveau communal. Maintenant, après cet événement, c'est une suite logique. Les législatifs, avant même les législatifs, lui, il était en prison. Oui. Le plan A du Sénégal, ou bien des Sénégalais, parce que comme je dis, il s'est rangé quasiment à l'unanimité, en fait, dans le cœur des Sénégalais à l'unanimité. Le plan A, c'était Ousmane Sonko. Lui-même, comme je dis, même Ousmane, si vous désignez Diouf, ou vous ou moi, même s'il nous désigne on serait élu comme président. Heureusement, maintenant, il a cherché quelqu'un à qui il a confiance, avec qui il a longtemps collaboré, qui est le président Diomaye Faye, que nous respectons, et bon, de passage, nous lui présentons toutes nos considérations en tant que président. Maintenant, c'est dans ce sens qu'il fallait comprendre que lui, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut négliger. Ousmane a fait élire des maires. Ousmane a élu un président de la République. Maintenant, on arrive aux élections législatives, qui est la seconde institution de ce pays, c'est-à-dire c'est le locomotive pour faire dérouler le fonctionnement de l'État. Maintenant, Ousmane lui-même, bien avant les élections, ce qui devrait faire peur pour dire que l'opposition, est-ce qu'en réalité il existe? Ousmane, il s'est mis devant la tête. Celui qui a dit, cette fois-ci, je ne vais pas en coalition. Je ne vais pas en coalition. Je m'impose à ce que le PASTEF parte à ces élections avec sa propre liste. Moi, je me suis dit, Ousmane, il avait confiance en lui-même. Et il a su le démontrer. Parce qu'à cette époque, là, on parle de 130 députés. C'était Ousmane avec qui? Il était seul avec ses mentors. Et nous aussi, derrière, étant donné qu'on ne faisait pas partie de ces listes, voyez un peu ce que ça fait. Donc, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas négliger, mon cher. Ok. Ouais. D'accord. Alors, maintenant, on passe sur un sujet également, un sujet que les Sénégalais attendent beaucoup. La déclaration, vous devinez, c'est la déclaration de la politique générale. De politique générale du PM, qui va se faire, je pense, le vendredi prochain. Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette déclaration de politique générale? Quelles sont les attentes? Mais comme je dis, la déclaration de la politique générale du Premier ministre sénégalais, c'est quelque chose qui est prévu par la Constitution sénégalaise, avec son article 55. Comme vous le savez, comme je dis, souvent, une déclaration de politique générale de n'importe quel régime, c'est une suite logique par rapport au contenu qu'il a fait élire. L'exemple que je donne tout bêtement. Ousmane, bien avant lui, c'est le président Diomaye. Après le président Diomaye, c'est lui le PM. Après le PM, Ousmane a remporté la majorité. Et toutes ces, ces élections ont été remportées par la grâce de Dieu, grâce à Ousmane, en fait, avec Ousmane par la grâce de Dieu. Maintenant, cette déclaration de politique générale, moi, je ne vois pas chose être contraire à ce qui s'est passé dans l'horizon 2050. Parce que c'est un projet qui ne date pas de maintenant. Ousmane, il a su parler, c'est-à-dire il nous a formaté avec une expression que même les vieillards en parlent, les vieilles dames en parlent actuellement. On te parle de projet passé. C'est pourquoi je vous ai posé cette question-là. Parce que ils ont déjà programmé, ficelé un programme d'ici horizon 2050. Alors je pense que le moteur, bien même la réflexion centrale de sa déclaration portera sur ça. Portera sur ça. C'est une évidence évidente. Alors, donc, oui, vous voulez continuer? Comme je disais, maintenant, comme je dis, vous voyez un peu. Par exemple, Ousmane, avec le PASTEF, ils se sont basés sur un projet et qui ne date pas de maintenant. Ça, c'est depuis le début que Ousmane avait commencé la politique. Il nous a même formaté, que ce soit nous ou bien la jeunesse telle que nous qui avons mis en place actuellement un mouvement qui semblerait être identique avec sa démarche. Il nous a toujours initié ou bien il nous a toujours fait croire un projet. C'est-à-dire, le projet a son contenu. Après les différentes élections, comme je l'ai dit, il a remporté les présidentielles en nommant un président de la République parce que c'est par son biais que cette situation est arrivée. Maintenant, après ça, on parle de l'Assemblée nationale et il a remporté la majorité avec 130 députés. Et toujours, c'est quoi le focus memorandum de ces victoires? C'est toujours le projet. C'est l'avènement 2050. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce tout ce qu'il y a dedans, c'est bien édifié?
C'est juste que c'est un terme qui est intéressant dedans, que je vais peut-être partager avec vous. C'est l'aspect, comment il parle encore. Souvent, il dit de la modification de certaines réformes. Ou bien de procéder, c'est-à-dire une revue des réformes, par exemple. C'est-à-dire, et c'est important, parce qu'en parlant de réforme, c'est une expression qui renvoie à beaucoup de phénomènes ou bien beaucoup d'éléments qui peuvent ou bien qui feront développer un pays. Parce que dans ces réformes-là, modification de ces réformes, ou bien changement de ces réformes-là, il a fait allusion à la justice, qui est un élément fondamental. Tout à fait. Il a parlé de l'économie. L'économie. Et puis, l'exemple que je donne, si vous voyez un peu, avec l'aspect budgétaire qui est en train de mettre sur la table, l'importance qu'il a donné à l'agriculture par rapport à ses prédécesseurs, il n'y a même pas photo. Ce qui veut dire qu'il nous fait croire, ou bien il nous apprend à décoller de nous-mêmes. Parce que ce n'est pas les potentialités qui manquent. Tout à fait. L'exemple aussi, un autre exemple, il a parlé des investissements ou bien d'une gestion qui fait allusion un peu à l'aspect énergie. C'est très important parce que le Sénégal, depuis sa création, c'est une nouvelle découverte et c'est des choses comme ça. Juste pour répondre, par rapport à cette déclaration de politique générale, il ne faut pas chercher le gros argent. C'est une suite logique par rapport au projet PASTEF. C'est tout simplement ça. Alors, et ça, c'est important. Donc, on va aborder pratiquement les deux derniers points. Alors, ce matin, on nous a annoncé l'audit financier Ngagne Demba Touré. Alors, fouille 14 sociétés minières. Le directeur général de la Société des mines du Sénégal, SOMISEN, lance un audit financier. Une correspondance a été adressée à toutes les sociétés minières concernées pour assurer la transmission diligente de documents y afférents. Véritablement, est-ce que les choses sérieuses ne viennent que commencer depuis notre indépendance? Ah, mais comme je dis, vous l'avez évoqué, hein, les choses sérieuses commencent. Moi, je dirais même que la rupture commence. Okay. Parce que les choses sérieuses, on ne devrait même pas attendre ce moment pour y penser ou bien pour faire... Parce que ça, c'est important. Non, très important. Très même. important. Maintenant, moi, 14 sociétés. Non, comme je vous ai dit, c'est-à-dire c'est la rupture qui montre son édifice actuellement, ou bien qui ne vient que, en fait, d'ouvrir ses portes, la rupture en tant que telle. Mais maintenant, parlant de choses sérieuses, on ne devrait même pas attendre cette période parce qu'il y a ces prédécesseurs qui sont passés par ici. Et ces sociétés existaient bien avant l'installation de ces sociétés. Et on n'a jamais entendu ça. C'est maintenant que je vais intégrer actuellement donc l'expression sérieux. La rupture, elle est déjà là. Et ça se démontre du fait d'avoir l'audace ou bien d'avoir le courage de faire face à ces 14 sociétés. Et dites-vous, ce ne sont pas n'importe quelle société. 14 sociétés minières. Non, et ce ne sont pas n'importe quelle société. Tout à fait. Et c'est des puissances, je dirais même mondiales, qui sont derrière ces sociétés. Il faut avoir l'audace, le courage de pouvoir les affronter. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, c'est le sérieux qui se démontre. Et c'est le sérieux est en train de se consolider lui-même. Comment? Parce que comme je dis, c'est pas maintenant qu'on a fait des découvertes sur le sol sénégalais. On nous parle de Sabodala, ça fait combien d'années? On nous parle de on exploite l'or du Sabodala, de l'or de Sabodala. Maintenant, ce qui est déplorable dans cette situation, souvent, moi, ce que je vois comme des éléments ou bien comme des avantages, parce que en fait, ça, c'est ne pas nous respecter. Quand on parle de Sabodala et on intègre la population sénégalaise dedans, c'est juste pour une délocalisation. Ça, c'est une anecdote, parce que comme je dis, c'est du pléonasme, permettez-moi, ou bien ça, c'est l'ironie du sort. En nous parlant de Sabodala, moi, je m'attendais, ou bien d'autres s'attendaient à ce qu'on nous dise que le Sénégal gagne tant de milliards par mois. Le Sénégalais gagne tant d'investissements par rapport à Sabodala, cet investissement. Mais c'est le contraire. Chaque fois, on nous dit, sur Kédougou, tel village a été délocalisé parce qu'on a découvert de nouveaux sites d'or. Et maintenant, ces investisseurs ont l'intention d'accaparer. Mais attends, on va où? Ce qui veut dire, M. Diouf, je suis de tout cœur avec le déroulement de cette situation. Comme l'a CMB invoqué Ngagne Demba Touré, c'est du ressort de l'État de montrer que le Sénégalais est un Sénégalais. Parce qu'actuellement, ils agissent comme des Sénégalais. Moi, j'ai l'impression qu'on ne sont pas des dirigeants. C'est des Sénégalais qui agissent pour le compte du Sénégal. C'est tout simplement ça. Et je les encourage dans ce sens.
Tout à fait. Alors, en raison de certaines pratiques conventionnelles et financières, l'État du Sénégal n'a jamais perçu de dividendes dans la plupart des sociétés concernées, ou perçoit, parce que vous êtes financier, ou perçoit des montants insignifiants par rapport au niveau de richesse générée par les exploitations minières. Est-ce que vous trouvez ça normal avec, avec ce que faisaient les régimes précédents? Peut-on même parler de complicité? Non, on ne peut pas épargner l'expression complicité. Et ça s'identifie. L'exemple que je donne tout bêtement, c'est avec Petrotim. On nous parle de combien de milliards entre les mains d'Alioune Sall. C'est un exemple patent qui est là. Maintenant, d'emblée, pour entrer dans ça, nos anciens dirigeants, je ne dirais pas tout le monde, mais une partie, c'est ce qui détenait le monopole, ne nous respectait pas. Dans la seule et simple raison où que, par exemple, avec ces contrats-là, il y a des choses qui devraient mettre en avant, c'est-à-dire l'intérêt du Sénégal. Mais quelque part, je me suis dit, c'est l'intérêt personnel qui était au-devant. Parce que, par exemple, tu ne peux pas vouloir parler au nom d'un État, au nom d'une nation, avec des engagements, ce que ça représente, et vouloir mettre d'un côté des commissions ou bien des intérêts qui feront que le but ou bien l'essentiel de ce document devrait être transmis à qui de droit. L'exemple, les bénéfices, les dividendes, tout ça devrait retourner entre les mains des Sénégalais en matière d'investissement, en matière d'infrastructure, en matière d'autonomie financière. Mais par contre, c'est le contraire, comme je dis. Maintenant, je suis de tout cœur, comme j'ai dit tantôt, je soutiens et je réitère mes propos, le projet qui décline cette situation qui était là par nos prédécesseurs, et leur dire aussi bon vent, et de comprendre aussi que ils ont intérêt à le faire, et je réitère encore ces propos, ils ont intérêt à le faire parce que la population sénégalaise est devenue mûre. Et attendent beaucoup de choses. Comme je dis, nous avons confiance en eux, nous avons espoir en eux. Et sans réserve, je dirais, parce qu'on ne peut pas tout donner à tout le monde. C'est Dieu qui détient tout. Mais bon, comme je dis, ce qu'il faut donner à un État pour fonctionner, en tout cas les Sénégalais ont donné à ce régime. Maintenant, la balle est bien dans le camp. Espérons qu'il porte la bénédiction divine pour aboutir à ce projet sur 2050. Et ça, c'est un message fort de M. Sémou Diouf, président du mouvement politique R3P, Rassemblement populaire, la patrie pour la prospérité. M. Diouf, merci d'avoir venu. Votre dernier mot? Merci beaucoup, M. Diouf, vous aussi. Toujours vous remerciant. Remercier aussi les dirigeants de ce bijou, comme je dis, parce que c'est un investissement sénégalais. Tout à fait. Et c'est des choses qu'il faut encourager. Et puis, la majorité de l'staff que j'ai vu, que ce soit les techniciens, que ce soit les autres, j'ai vu que de la même génération, c'est les jeunes. Donc, c'est cette politique qu'il faut mettre en avant. Tout à fait. Maintenant, bon, de votre exemple, je dirais c'est ce qu'il nous faut aussi au niveau ou bien sur le terrain politique. Voyez un peu ce que ça fait. De passage, saluer toute la commune de Biscuiterie, comme je l'ai dit tantôt, à l'entame de l'émission, de Bob à Cité Bissap. Saluer aussi l'unique député qui est natif de Biscuiterie, qui est le député Cheikh Bara Ndiaye, à qui nous avons et nous portons beaucoup de respect. Et leur disant que le mouvement R3P est là, avec ses objectifs aussi, comme je dis, ses ambitions, c'est-à-dire ne pas faire partie des échéances législatives, cela ne veut pas dire aussi qu'on n'envisage pas d'autres échéances ou bien qu'on n'a pas d'objectifs. On a des objectifs précis avec lesquels nous sommes en train de faire face et on a toujours gardé le même cap, la même dynamique pour y arriver, ce qui veut dire le travail continu. Et saluer aussi l'ensemble des militants et responsables du mouvement qui n'ont ménagé toujours d'efforts pour la réussite de notre mission. À la place de projet, nous avons une mission et je sais qu'on va y arriver, on va aboutir. Saluer aussi mes compagnons avec lesquels je suis, Thierno Faye, Thierno Mbari, Jules Thiam, Maître Aïcha Paul, Seynabou Thiam. Quand je cite ces noms, c'est juste saluer tout le monde. Merci beaucoup et ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Merci M. Diouf. Alors, ici c'est votre maison et revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions M. Sémou Diouf, le président du mouvement politique R3P, Rassemblement populaire, la patrie pour la prospérité. Merci d'avoir suivi.
Merci au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, au rédacteur en chef, Moussa Niang. Merci également au technicien Ibrahim Diop qui a assuré la partie technique. Nous remercions également M. Ibrahim Faye qui a facilité cette rencontre avec M. Semou Diouf. À dimanche prochain pour un autre numéro. Et je vous rappelle que la présentation de cette émission, c'est votre ami Abdou Diouf. Merci.